Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de 100% janvier avec Claude Janvier. Bonjour Claude, comment vas-tu? Bonjour Alexis, amis internautes, bien le bonjour, ça va bien et j'espère que toi aussi. Et puis voilà, j'espère que tous nos amis internautes se portent bien malgré cette actualité qui a démarré sur les chapeaux de roue en 2026. Hein. Ah oui, effectivement, on n'a pas eu de répit. Hein, Tous nos voeux de bonne année, bien entendu. bien Euh, sûr. Claude, vous le voyez sur la vignette, si vous avez des bons yeux et que vous arrivez à lire en bas les grands titres, on va aborder les faillites françaises, les Ouais, entreprises qui font faillite en France. On va aborder dans cette émission la bouger avec Aposte. Hein, on va parler un petit peu de ah oui, combien oui, c'est oui, oui. sympathique de bosser dans cette belle Ouais, entreprise qu'est La ouais, Poste. ouais, ouais, ouais. On va parler également du monde et des 60 000 milliardaires qui représentent à eux seuls 3 fois plus que la moitié de la planète. Donc c'est extraordinaire. C'est Et extraordinaire, puis ça veut dire. on fera un grand portrait de Trump, le roi du paradoxe, et des États-Unis d'une manière globale. Tu nous feras un melting pot de tout ce qui se passe côté américain. Il y a de quoi dire. Vous l'avez vu en introduction. Xavier Moreau vous rappelait que il faut s'abonner. Hein, vous le voyez même au-dessus de cette petite vignette. Faites un j'aime, un like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, bien entendu. Activez la cloche pour avoir la notification de toutes les émissions. Vous l'avez vu hier, c'était Fabrice Sorlin qui nous a fait un long portrait de ce qui se passait réellement en Iran. Alors là, on n'était pas sur les informations des chaînes de mainstream. On était vraiment sur un portrait vu par quelqu'un qui connaît l'Iran. Donc ça changeait un petit peu des informations des Ouais. médias de bon chemin. Vous avez vu Divergence politique ce dimanche. Ça a été un très beau succès d'ailleurs, cette émission. On se retrouve aujourd'hui, Claude, avec le premier thème que tu souhaites aborder. Eh bien, c'est les 68 500 faillites françaises en 2025. J'aurais tendance à dire malheureusement nouveau record battu. Oui, nouveau record battu quand Emmanuel Macron et sa cohorte de ministres, j'allais dire corrompus, mais pas, oui, finalement, pourquoi pas, parce qu'il y en a certains, ma foi. Et puis surtout, ils font semblant de travailler pour le bien-être du peuple, et alors que malheureusement, pas du tout. Oui, 68 500 faillites d'entreprises en France en 2025, un record. Même pendant la crise des subprimes 2008-2010, la France n'avait pas atteint ce niveau de record de faillite. Même pendant la période Covid de 2020, la France n'avait toujours pas atteint ce niveau de record de faillite. Et là, c'est un record. Et c'est pour ça que c'est titré dans l'article que j'ai trouvé. Donc, 68 500 faillites l'année dernière en 2025. Personne n'en parle. Ouais, ça passe crème. Hein. De toute façon, l'économie soi-disant française va bien, tout va bien. C'est d'ailleurs un paradoxe parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a plus de 6 400 milliards d'épargne quand même que les Français ont. Donc on peut se poser des questions. La vache, on se dit où passe tout ce pognon, enfin, qui engrange autant de pognon. Et en réalité, quand tu creuses un peu, c'est toujours une caste de nantis et de gens aisés, alors que de l'autre côté, il y a vraiment malheureusement une bonne proportion de la population française qui elle, n'a pas un rond. C'est-à-dire, il y a pas, qui n'ont pas, elle n'a pas un sou d'épargne, alors que de l'autre côté, ceux qui en ont, ils en ont. Ils en ont vraiment beaucoup. En attendant, ces 68 500 faillites, évidemment, comme tu t'en doutes, Alexis, c'est les petites PME, PMI, hein. Ce n'est pas les grandes sociétés du CAC 40. De plus en plus, les commerces de proximité dégagent. Hein. C'est de plus en plus, malheureusement, une évidence. On le voit bien dans le monde rural et dans les provinces en France. De plus en plus, il n'y a plus de commerce de proximité dans les petits villages et les petites villes de moyenne importance, il y en a de moins en moins, d'ailleurs, au profit des grandes chaînes, etc., etc. Et quant aux petites PME, PMI, voilà, elles disparaissent et malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc voilà, en plus, bon, faut ajouter à ça pourquoi aussi les petites PME font faillite et les commerçants, c'est aussi parce que malheureusement, il y a de plus en plus d'inflation.
et que malheureusement, on voit bien que les gens restreignent de plus en plus leurs dépenses au profit. Malheureusement, ils se précipitent tous dans les hypermarchés. Et là aussi, de toute façon, leur panier moyen diminue de plus en plus. Voilà, Alexis, le bilan pas glorieux de nombre de faillites en 2025. Absolument triste, effectivement. Alors ça, c'était ton premier sujet. Ouais, À l'heure où, en plus, on a vu hier, lundi, donc lundi, on était combien? Le 13 janvier, on a vu une réunion des grands patrons français qui parlaient justement d'un avenir potentiellement politique sous le Rassemblement national et où ces grands patrons se disaient tout à fait prêts à travailler avec le Rassemblement national si d'aventure celui-ci venait au pouvoir. Donc bon, quand même, on voit quand même que le monde des grandes entreprises est florissant. On a vu beaucoup de oui, bénéfices, mais que le monde des PME, PMI, le réel tissu économique français, lui, est en grande difficulté. Un paradoxe. Il y en aura plusieurs paradoxes dans cette émission, j'ai l'impression. Alors, un autre paradoxe, c'est qu'une entreprise française qui est réputée pour être quelque chose de très populaire, de très, on va dire, peut-être même la banque des vieux, hein, la Poste, et la ben elle poche. est très moderne dans sa rémunération puisque tu nous as sorti cette info. Moi, je m'y attendais pas. Quand j'ai préparé un petit peu cette émission, que j'ai été chercher les articles, au début, je me suis dit non, quand même, Claude, il exagère. Je pense qu'il nous fait de la fake news, hein, comme on dit. Eh ben non. Eh ben Eh non. ben non. Eh ben non, bouger avec un poste, ça peut rapporter de 450 000 à 900 000 euros pour sa nouvelle directrice. Oui, non, mais c'est fou. Je suis tombé là-dessus et effectivement, je vois que tu as mis l'article, effectivement, là, sur l'écran. Mais c'est dingue. En plus, cette nouvelle PDG donc, de la Poste, elle va toucher entre 450 000 et 900 000 euros. Et j'aime bien la petite phrase qui est ajoutée juste derrière, selon la qualité du service rendu. Bouger avec la Poste. Rendu à qui? Le service, alors là, c'est le grand mystère parce que dans les grandes villes, tu fais une queue des fois au guichet, il y en a un d'ouvert alors que quatre pourraient être ouverts et ça fait concurrence à un musée de la lenteur, on pourrait s'exprimer ça comme ça. Les facteurs ou factory trim, alors là avec un chronomètre, parce que c'est le rendement, j'en ai discuté quand même plusieurs fois avec des facteurs parce que dans le monde rural, j'habite un peu dans le monde rural, on a quand même plus de discussions avec plus de proximité donc avec les gens. Donc j'ai pu me rendre compte à tel point les facteurs maintenant sont minutés, mais vraiment minutés. Hein, c'est pas une vue de l'esprit. Donc voilà, c'est la magie du service public version start-up du cynisme en fait. Tu vois, je trouve ça intéressant. Le courrier disparaît parce que souvent il y a de plus en plus de problèmes avec la poste. Les guichets, ça ferme, les horaires, ça fond, mais les primes, alors elles, boum, en augmentation. Là, on peut parler de bonus XXL, vraiment, c'est quand même incroyable. Alors, je Je t'ai remis, termine. tu vois, en petite vignette, je t'ai remis la vieille pub de 1986, Ah oui, bouger bouger avec avec la la poste, poste, parce que je me suis dit, voilà. extraordinaire. Alors, le problème, tu vois, hier, j'étais à la poste justement pour envoyer un livre. Mm. J'ai discuté avec la guichetière très gentille qui allait prendre sa retraite et elle a vu l'article, elle l'a lu, elle était effondrée. Elle m'a dit, mais quelle honte, Tu mais non, m'étonnes. non, mais attends, mais quelle honte, elle a passé sa vie à la poste. Elle me dit, vous vous rendez compte, dans nos budgets, on n'a même pas de quoi acheter des cartouches pour les imprimantes de couleur, pour imprimer en couleur. On va devoir imprimer tout en noir et blanc. On a de moins en moins de budget pour acheter des fournitures et pour essayer d'avoir même des ordinateurs qui marchent bien, qui marchent correctement. Et cette PDG, là, va toucher entre 450 000 et 900 000 euros par an. Je me dis, Mm. elle était Alors, effondrée, la dame. 450 Elle 000 était et effondrée 900 et 000 euros vraiment par en an, colère. Elle était effondrée et vraiment très en colère. Je peux je, comprendre. je la comprends. 450 000 à 900 000 euros par an, pour expliquer, c'est en fait que cette PDG a un contrat, un CDD, on va dire, sur plusieurs années, qui est défini, et c'est sa rémunération qui est croissante. Donc, Oui, effectivement, voilà, les c'est ça. 900 000 euros, ce sera à l'issue, je crois que c'est, je ne sais plus quelle est la durée du contrat, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est sur la dernière année de contrat, elle sera effectivement à 900 000. Bon, moi, j'ai envie de dire même 450 000.
Ça ferait plaisir à tout le monde, hein, il n'y a pas de À problème. 450 000 euros par an, Alexis, t'es quasiment dans les 40 000 euros par mois. Ça va, hein? Oui, moi, sincèrement, à 400 000, je prends le Oui, poste et je paye en plus la cartouche d'encre couleur pour les bureaux qui ont besoin. Alors ça, c'est ouais. une promesse de candidature. Enfin, Fais franchement, non. attention, fais attention, Alexis, hein, il risque de te recruter. Non, je prends pas. Non. Ça pourrait améliorer 2-3 services au niveau de la Poste, effectivement. Non, plus sérieusement, effectivement, tu l'as dit, la Poste, on l'a dit en préambule, c'est une entreprise qui a une image très, très populaire. Alors, c'est pas une critique du tout dans ma bouche. Populaire, c'est tout à fait bien. C'est proche du peuple. C'est être comme toi, comme moi, des gens normaux, avec un service qui parfois a été quand même analysé comme pas extrêmement moderne, pas extrêmement à la pointe de la modernité, comment on peut avoir un décalage comme ça, son et image, entre l'image d'une société et la rémunération de ses dirigeants? C'est complètement fou. Enfin, Ah, mais c'est de toute façon, on est en plein paradoxe, hein, dans nos pays industrialisés européens, et la France évidemment ne fait pas exception. On est dans des décalages, mais c'est vertigineux. C'est-à-dire on est dans décalage énorme entre la tête, donc le haut du panier, et le bas de l'échelle. Mais dans tous les domaines, tu prends Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, qui, pareil, émarge à des salaires pharaoniques, qui a pilonné en plus tout le budget Elle l'a pilonné parce qu'elle a créé des dettes en plus. Des milliards d'euros qui sont passés dans France Radio, etc., etc. Je veux dire, avec ouais, notre argent. oui, le problème avec notre argent, comme d'habitude, quoi. Ah oui, Mm. c'est ça le truc. On est d'accord. Alors, troisième thème. Alors, zut, on supprime. Ça y est, c'est fini. Elle a déjà assez gagné d'argent. On en peut plus. Bougez avec Quatrième la thème. poste, bougez. On, on va rester voilà, on va bouger avec la Poste et puis on va rester quand même sur les riches parce que après tout, les pauvres, les gueux, on s'en fout, hein, ça n'a aucun Ah intérêt. ouais, aucun intérêt. Parlons de ce qui nous fait rêver, les riches. 60 000, je rigole, hein, c'est de l'ironique bien entendu. Oui, Ne oui, prenez j'avais pas ça au compris. premier degré. Et surtout, J'avais compris. 60 000 milliardaires détiennent 3 fois plus de richesses que la moitié de l'humanité. Là encore une fois, tout va bien. Oui, oui, c'est incroyable. Je suis tombé là-dessus et j'avoue que je suis resté sec. Hein, mince, quand même à ce point-là, je savais que ça existait, mais c'est toujours bon d'avoir les chiffres. Effectivement, 60 000 millionnaires, ce qui est quand même infime par rapport aux 8 milliards d'habitants de cette planète à peu près, détiennent 3 fois plus de richesses que la moitié de l'humanité. Autrement dit, la moitié de l'humanité, c'est 4 milliards d'individus quand même. Hein. Donc 60 000 millionnaires détiennent 3 fois plus de richesses que la moitié de l'humanité. C'est un rapport de World Inequality Lab de 2026 qui vient de tomber. C'est mené par Thomas Piketty, que je ne connais pas, mais qui a fait une très belle enquête et qui révèle donc cette concentration extrême de la richesse mondiale. Donc en fait, ça veut dire que 1% des plus aisés gagnent 2,5 fois plus que le 50% de l'humanité. C'est quand même un peu fou. Donc, quand on sait qu'une large partie de la population mondiale ne voit plus son niveau de vie progresser, parce que c'est ça qui se passe, hein, je veux dire, faut quand même en avoir conscience. Tandis que la richesse et l'influence financière se concentrent toujours davantage, encore et plus encore, au sommet. C'est quand même vertigineux, quoi. Je veux dire, et malheureusement, d'après cet article fort bien documenté d'ailleurs, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mm. Alors, ils évoquent des pistes, parce qu'ils ont écrit à plusieurs cet article, ils évoquent des pistes pour limiter un peu cela, mais ça n'a rien d'évident. Ils proposent plutôt une fiscalité plus structurée, parce que c'est vrai que la fiscalité, ça pilonne toujours les gueux et ceux du bas, et ça pilonne rarement ceux du haut. Ça, nous le savons. Un peu plus de réflexion aussi sur la redistribution, quand même, parce qu'à un moment donné, c'est quand même assez abject et répugnant de considérer qu'il y a autant de fortune entre si peu de mains
et qu'il y a autant de population aujourd'hui qui meurt de faim toujours sur la planète. Parce que quand même, c'est ça. Aujourd'hui, faut aligner les chiffres. Il y a toujours 9 millions de gens qui meurent de faim chaque année sur notre planète. C'est quand même pas rien. 9 millions de gens qui meurent de faim. Quand même. Quand même. Donc voilà. Et puis un renforcement, il propose aussi un renforcement sur la transparence financière, parce que là aussi, enfin, tu vois, quoi, Mm. les sociétés offshore, les sociétés écrans. Mais enfin bon, là, je pense qu'on peut allumer une caisse de cierge, parce qu'avant que ça arrive, putain, C'est certain. Alors, justement, en parlant de mettre des cierges, on va parler du dernier paradoxe, du dernier thème que tu nous as choisi pour cette émission. Merci l'intelligence artificielle, merci ChatGPT, qui nous a proposé ce beau dessin. J'ai mis Trump, roi des paradoxes, et voilà l'affiche telle qu'il la présente, c'est la représentation par l'IA il est des beau, il est beau. mots-clés Trump, roi des paradoxes. Ben voilà. Ah, il est Il beau est comme beau ça, hein, et il est il est beau beau. comme ça. Il est beau comme ça et c'est son année 2026 à Donald Trump. Il a démarré sur les chapeaux de roue. Tu voulais nous parler notamment des USA qui se retirent, notamment de 66 organisations gouvernementales. Absolument. Alors avant ça, je rappelle vite fait, en quelques secondes, un mot quand même, un bon mot d'Edgar Pisani. Edgar Pisani était ministre sous Mitterrand, 1985. Hein. Et en fait, il avait fait un voyage en Nouvelle-Calédonie qui fait parler cette île fait parler d'elle depuis très longtemps, parce qu'un coup, elle veut être indépendante, un coup, elle n'y est pas. Enfin bon, bref, passons. Et il avait eu quelques bons mots que je vais rattacher donc effectivement à Trump et au paradoxe. C'est qu'il avait déclaré en 85, hein, déjà au niveau de la paix, on ne poursuit pas les discussions au niveau de la paix, on le décide. On décide, oui, à un moment donné, on s'assoit à la table, on signe la paix. On ne poursuit pas les discussions indéfiniment. Il voulait dire que, en fait, aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'on poursuit les discussions. Et pendant ce temps-là, la guerre continue. Alors, il avait aussi déclaré, et ça, on peut l'appliquer totalement aux USA, il avait déclaré ça au niveau de l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, mais quand tu regardes Alexis, on va le transposer très vite au niveau de la domination anglo-saxonne et de la domination des USA. Il avait déclaré un État souverain, trois petits points, mais associé à la France. Donc, on pourrait dire un État souverain comme le Venezuela, l'Iran, mais associé aux USA. Bah, tu vois, on peut bien le transposer, un peuple libre, mais administré, quand même en sous-main, évidemment. Un divorce dans une union, ah bah oui, ben voilà quoi. Et une rupture sans rupture. Et en fait, Pisani n'était pas mauvais à l'époque, il avait déclaré aussi, il avait terminé là-dessus, promettre la décision tout en la repoussant indéfiniment. Ça, c'est j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Je me suis dit, ça m'est revenu, je dis, tiens, il faudrait que je parle un peu de cette déclaration. Alors après, bon, tu m'as demandé, les États-Unis vont se retirer de 66 organisations internationales. Eh bien, oui. Alors ça, c'est le bon côté de Trump, faut reconnaître, il souffle chaud, il souffle froid. On ne sait jamais trop sur quel pied il danse. Mais je reconnais que de ce côté-là, bon, moi, je ne peux qu'applaudir. Hein. Il s'est retiré notamment, enfin, il retire les USA donc de 31 déjà organisations liées à l'ONU, donc de 66 organisations internationales au total, mais dont 31 sont liées à l'ONU, dont effectivement la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je te fais grâce de l'acronyme parce qu'il est un peu long, et du GIEC, le fameux GIEC. Alors là, moi, je suis heureux jusqu'au jour parce que le GIEC, déjà, il s'était planté. Ils ont fini par reconnaître qu'ils sont plantés parce qu'ils avaient prédit qu'en 2030, je crois, la banquise arctique allait totalement être fondue, et forcé de constater que pas de bol, enfin pas de bol, heureusement plutôt, elle est pas loin d'être fondue, elle continue à augmenter. Donc, de toute façon, le GIEC, voilà. Bon, bref, passons. Donc, l'administration Trump a jugé que toutes ces institutions redondantes, mal gérées, inutiles, coûteuses, inefficaces, instrumentalisées par des acteurs poursuivant des objectifs contraires aux nôtres, en parlant des USA, eh bien, au revoir, merci beaucoup et à la prochaine, peut-être pas. Voilà. Donc, donc voilà, alors après, on peut continuer évidemment sur Trump, puisque Trump, le Venezuela. Alors, j'ai eu un bon mot, décidément, tu vois, je suis dans les bons mots, Alexis, ce matin, je viens de parler d'un bon mot d'Edgar Pisani, et je vais parler là d'un bon mot de
Erdogan. D'Erdogan. Ah oui, là, je reconnais qu'Erdogan, moi, de temps en temps, il me fait rire. Alors, c'est un requin, nous sommes d'accord, mais il nage, quoi. Il nage en eau, il arrive à se débrouiller et il est bien loin d'être stupide. Et à propos de Trump et du Venezuela, il a eu quand même un mot extraordinaire à propos du nouvel ordre mondial. Il a déclaré, ça m'a fait rire, si tu n'es pas à la table, tu es dans le menu. Oh, franchement, non mais franchement, c'est extraordinaire. Il a fait cette déclaration percutante sur les changements mondiaux. Hein. Attention, Mmh. il l'a fait là il y a quelques jours, affirmant que le monde est au cœur d'une lutte impitoyable pour le partage du gâteau. Et ça, clairement, c'est exact. Où le rôle de l'État est déterminé en fait par sa puissance. Et c'est là, il a dit de toute façon, si tu n'es pas à la table, tu es dans le menu Mmh. forcément. C'est Ah vrai. ouais, c'est quand même Mais on est intéressant. revenu, cher Claude, on est revenu au Moyen Âge. C'est Ouais, l'âge du plus fort désormais, enfin, c'est ça. ou à nouveau, je ne devrais pas dire désormais, je devrais dire à nouveau, on est revenu au temps des chevaliers et des forteresses. Eh ben, celui qui a la plus grande forteresse et plus grand mur, les meilleurs chevaliers, eh bien, désormais, tout lui est autorisé. C'est malheureusement ça, et c'est dans ce contexte-là qu'il l'a déclaré, parce qu'il l'a déclaré aussi à propos évidemment de ce qui s'est passé avec le Venezuela, entre les États-Unis et le Venezuela, mais à propos aussi des déclarations de Trump à propos du Groenland. Mmh Il a dit, mh. bon, bah, Alors bon, exactement. Alors tu voulais nous parler aussi, des USA, donc toujours de Donald Trump, qui souhaitent, saisir les réserves de bitcoin. Je rappelle que le Venezuela a à peu près 600 000 bitcoins, ce qui doit représenter à peu près, 60 milliards de dollars, si je dis ouais, pas de bêtises. c'est ça. Voilà. Bon, en même temps, tu sais, quand tu as plus d'argent, en même temps, il faut pas s'emmerder, bah, pique celui de ton voisin. C'est plus simple. Écoute, je sais pas, moi tu fais ça, Alexis, ou je fais ça, on va en tôle, hein. Je Mais suis d'accord. apparemment, les puissants de ce monde, ils font ça tout le temps, mais C'est ils vont pas ça. en prison. Ah, ils Ça me sont rappelle, jamais tu sais, ça jugés. me rappelle, je suis désolé, ça me rappelle une très vieille pub des Nuls. Est-ce que tu te souviens des Nuls? Avec Ouais, Ferrugia, qui disait quand t'as plus de papier toilette, et ben va chez ton voisin. Bah, c'est à peu près le même concept. Voilà, c'est ça, c'est ça. remplace par Ah, des mais dollars et tu as la même blague. c'est ça. Bah, ça rejoint ce que vient de dire la rhétorique percutante d'Erdogan. Si tu n'es pas à la table, tu es dans le menu. Il dit C'est ça. paf, paf, terminé. Ah, voilà, tu vas dans le menu aujourd'hui. Ah là 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 là. Bon, en entrée, la Colombie. En plat de Enfin, résistance, le Groenland. plein de Le résistance. dessert, le C'est le dessert, eh ben, bitcoin vénézuélien. les bitcoins du Venezuela. Et voilà. Et en fait, Ouais. c'est vrai qu'après l'arrestation de Maduro, dont les Mm, États-Unis envisagent de geler, ils l'ont pas encore fait, mais ils vont le faire évidemment, et de confisquer les réserves cryptographiques du Venezuela. Et selon mm, une chaîne d'information qui s'appelle CNBC, mm, eh bien, il s'agit d'un stock quand même caché de soit 600 000 bitcoins, ce qui mm, équivaut, tu l'as précisé, mm. à 60 milliards de dollars. Waouh, quand même. Ah, Au-delà Alain, tu es de. naïf ou quoi? Claude, pardon, Alain, n'importe quoi, Claude, tu es naïf ou quoi? On va pas s'embêter pour 60 dollars. Si tu t'embêtes, c'est bien pour au moins parler en milliards. Donc 60 milliards, ça me paraît être une évidence pour Donald Trump. Bon, compte pas en Oui, dessous, quoi, mais riche. ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà du pétrole, donc de l'or, du lithium, des terres rares, eh bien, il y a aussi 60 milliards de dollars en prélevant donc les 600 000 bitcoins du Venezuela. Je rappelle sur les bitcoins que c'est un sujet qui occupe tout particulièrement Donald Trump, puisque même avant d'être élu, c'est-à-dire au moment de sa campagne, il avait lancé son bitcoin, je ne sais plus comment il Ouais, s'appelait, le Trump coin. Enfin, il y a eu plusieurs bitcoins, il y a ouais, eu plusieurs coins, pardon, au nom de Trump. Alors, mais il avait lancé son officielle crypto-monnaie à son nom, voilà. Bon, qui avait eu d'ailleurs un très bon démarrage, bon, après qui a craché, ça c'est logique, mais en tout cas qui avait permis d'engranger beaucoup d'argent. Et Trump est très 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 tourné idéologiquement sur les crypto-monnaies, donc ben, là ça ouais. fait sens. Ah bah de toute façon, si tu regardes bien, tous les chefs d'État sont tous tournés maintenant vers les crypto-monnaies de plus en plus, c'est clair, et y Oui, compris et les je vais banques. même raconter une anecdote. En Floride, il y a des distributeurs à crypto. Ah, je Donc là, savais c'est pas. pas Ah, compliqué. je savais pas. C'est comme un distributeur bancaire, si vous voulez. Vous venez et puis vous pouvez convertir vos cryptos
en dollars, quoi. C'est avec des billets physiques, voilà. Donc, vous Ah, faites je vos savais pas. opérations sur la borne, ou vous achetez, ou vous vous connectez avec votre carte bancaire, puis vous achetez des nouvelles cryptos pour créditer votre compte. Voilà. Donc, voilà. C'est comme des distributeurs automatiques, mais c'est pour les cryptos. C'est déjà apparu depuis plus d'un an en Floride, donc je pense que ça va continuer à se développer dans le reste des États-Unis. Eh ben, tu vois, je ne savais pas. Merci pour l'info, hein, comme quoi. Mais de toute façon, on y est, hein. On y est de plus en plus avec les monnaies Ouais. numériques, les cryptos, etc. On y est. Il y a Faut- beaucoup de gens qui s'en défendent, mais de toute façon, c'est ce qui est en train de se faire et c'est déjà là. Voilà, c'est déjà C'est là. déjà. Si vous allez au Moyen-Orient, aux Émirats Arabes Unis ou dans d'autres pays, vous pouvez payer dans les boutiques directement avec votre portefeuille crypto. Voilà. Ça m'étonne pas. Bon, Bah, tu sais que tu as des plateformes crypto avec une carte Visa, ah avec oui, une bah, carte Visa qui est adossée à ton compte en crypto. C'est-à-dire que tu peux payer chez des commerçants, même en France, entendu. hein, Je d'ailleurs, ne sais avec pas, mais je suis encore trop old school, vieux jeu, pour parler français, pour avoir ce type de choses. Mais je ne gâche pas que la nouvelle présidente de la Poste, avec son salaire de ministre, enfin même mieux que ministre d'ailleurs, au passage, elle doit être équipée, effectivement. Alors, au-delà de ça, tu voulais nous parler effectivement des Rothschild qui ont salué le coup d'État au Venezuela par Trump. Alors, bon, forcément, pour les ben, Rothschild, c'était oui. un, Bah un oui, tu sais, moment de plaisir. Alexis, mon dada, moi, c'est les grandes familles fortunées, style Rothschild, Rockefeller, etc. C'est mon dada parce qu'ils sont derrière Vanguard, j'en ai longuement parlé et j'en parle toujours parce que c'est bien de rafraîchir un peu les mémoires sur le sujet. Et effectivement, et là, j'ai failli pas le voir passer, mais je l'ai vu passer. Les Rothschild ont fait l'éloge donc de Trump après le coup d'État au Venezuela. Alors, c'est qui a fait cela? Ben, c'est Nat Rothschild, le PDG du groupe Volta et héritier éminent de l'empire financier Rothschild, qui a adressé ses félicitations à Trump suite à l'action militaire américaine qui a donc visé le gouvernement et le système financier vénézuélien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la portée de cette déclaration est indéniable. Le Venezuela est l'un des rares pays au monde, et c'est ça qui devient très intéressant, à avoir historiquement résisté à l'instauration d'un système bancaire central de style occidental contrôlé par les Rothschild. D'ailleurs, si on fait un peu une étude historique, tous les présidents et chefs d'État qui se sont opposés à effectivement l'instauration, à ce que cette instauration d'un système bancaire international basé sur le dollar et basé donc sur l'emprise des Rothschild, ils ont tous été écartés ou assassinés ou écartés. Hein, je fais référence ici quand même à Manuel Noriega, qui à la fin, bah, ma foi, le Panama, Zou, il a été giclé. Je dis pas que c'était un saint, mais entre parenthèses, c'était ça. Muammar Kadhafi, il a voulu créer une banque africaine qui était désolidarisée du dollar. Il l'a payé de sa vie. Saddam Hussein aussi. Et Maduro Chavez, enfin Chavez d'abord et Maduro ensuite, bien évidemment, il fallait les écarter puisqu'ils ne voulaient pas, ils voulaient sortir un peu de cette emprise, de cette hégémonie du dollar. Euh, Ce qui est quand même intéressant, c'est que derrière, il y a les propos de Dame Anna Rothschild, qui elle aussi est une héritière de la famille Rothschild. Je parle de l'héritière maintenant. Il y a eu des Anna Rothschild dans le passé, mais celle de maintenant. Hein. Et elle alimente encore plus la controverse parce que, tiens-toi bien, Alexis, elle a en fait affirmé, et là, il faut bien écouter, je dis pas ça pour toi, mais je dis ça pour nos amis internautes, écoutez bien ce qu'elle a déclaré. Elle a en effet affirmé qu'aucune guerre majeure n'est menée dans le monde sans que la, la décision vienne et l'aval vienne de la famille Rothschild. C'est pas moi qui le déclare, c'est Dame Anna de Rothschild. Donc, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vraiment bien ces géants financiers, ces énormes familles fortunées qui sont à la tête, au-dessus, hein, au sommet de cette planète, et ce sont eux Mm. qui commanditent et qui créent toutes les guerres qui se passent dans le monde entier. Et si on rattache ça à la Fédération de Russie, de pourquoi les, les, les Occidentaux et les Américains sont tellement après
la Fédération de Russie, parce que la Fédération de Russie est le seul pays pour l'instant qui résiste à l'emprise des Rothschild. Parce que Avec la Chine, hein. même la Chine, il y a des États chinois, enfin, il y a des provinces chinoises qui sont Il est déjà sous détruite. domination. D'accord. Donc, Bah, c'est ça et qu'il faut. rappelons, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup ici de BlackRock, c'est un sujet qui nous concerne énormément, Claude, BlackRock. Rappelons quand même que BlackRock est détenu par Vanguard, pour tous ceux qui se Bien sûr, posent. Tu parlais bien tout à sûr. l'heure de la métaphore des grands requins, eh bien voilà, Vanguard est le grand requin blanc qui va avaler La l'autre banane gros blanche. requin, voilà, qui est pourtant BlackRock, voilà. Ouais, Alors, c'est ça. pour clôturer cette émission, tu as souhaité nous parler, bah, forcément d'Iran. Je renvoie les gens, j'affiche la petite vignette. Allez, je l'affiche à l'écran. Voilà, la vignette d'hier de l'émission de Fabrice Sorlin, Révolution colorée, point d'interrogation. Trump prêt à la guerre avec Khamenei. Fabrice parle pendant 40 minutes de la situation en Iran. Je rappelle qu'il connaît le pays pour l'avoir vécu d'intérieur. Quel est, toi, ton ressenti sur cette situation en Iran? Bah, mon ressenti, tu sais, ça va rejoindre que Fabrice Sorlin a déclaré. De toute façon, c'est que bien évidemment, on nous montre en Occident cette fameuse révolution du peuple iranien. Ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que l'Iran déjà est un pays qui est sous sanctions économiques et donc sous embargo depuis très longtemps. Donc un pays qui est déjà sous sanctions, et il faut comprendre ce que sont des sanctions économiques, voire de l'embargo sur un pays. Ça finit par étouffer un pays. Ça a été le cas de la Syrie. Je connais bien la Syrie, j'y suis allé quand même 2 fois. Quand il y a beaucoup d'embargos et de sanctions économiques, le pays il se restreint sur lui-même. Il peut plus avoir de marchandises qui arrivent dans le pays puisqu'il y a un embargo. Donc il n'y a pas de produits de première nécessité. Il manque de médicaments, ça manque de matières premières, etc., etc. Donc au bout d'un moment, il y a une inflation qui se crée, bien évidemment. Et au bout d'un moment, bah, le peuple, il se débrouille au début, mais au bout d'un moment, c'est du lourd. Donc, il ne faut quand même pas oublier que l'Iran est sous sanctions économiques depuis très longtemps. Donc c'est quand même c'est un étouffoir hein, quand même. Puisqu'en fait, l'Iran vend son pétrole beaucoup à la Chine, mais ne vend pas son pétrole à l'Europe, puisque l'Europe, il y a un embargo et des sanctions économiques. Et on est toujours à ce problème. Donc, il y a déjà ce problème en Iran, qui n'est malheureusement pas nouveau. Et ensuite eh ben, il y a des agitateurs à l'intérieur de l'Iran qui sont Hmm. payés par et financés et poussés par la CIA et le Mossad, tout comme ça s'est passé en Syrie d'ailleurs, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, hein, c'est que derrière, il est très facile de recruter des gens qui ont des QI moyens, style QI moyen à 70 ou 80, des gens un peu pauvres, pas très intelligents donc, de leur offrir 500 dollars par mois pour aller guerroyer, tuer père et mère, etc. Et là, vous obtenez un cocktail, on obtient un cocktail de gens qui vont jouer les agitateurs dans les rues, voire même qui vont tirer sur la foule. Effectivement, j'entendais un commentaire très intéressant qui disait Ouais. effectivement les révolutions, ce qu'on appelle la révolution colorée, partent toujours inéluctablement d'un vrai mécontentement du peuple. C'est-à-dire que ce n'est pas l'organisateur extérieur, la puissance étrangère extérieure qui va en fait instaurer la révolution. Elle va en fait s'appuyer sur un début d'étincelle et l'alimenter, et comme tu le dis avec justesse, euh, fomenter les mécontentements, les pousser à un paroxysme pour que le mouvement commence à prendre de l'ampleur et donc bah, suivre la direction qui est souhaitée. Voilà, mais ça part toujours d'un mécontentement du peuple, effectivement. Claude, mille fois merci pour cette revue de presse, 9e revue de presse, absolument passionnante. On le voit, tout va toujours pour le mieux dans notre monde. Euh, Ouais. Complètement fou, hein. On vit une Ah, c'est période complètement complètement fou. Ouais. Ouais. fou. Ouais. Restez avec nous. Ceci étant, on se retrouvera donc semaine prochaine pour une 10e revue de presse. On aura peut-être des bonnes nouvelles. Hein, on parle Oui, toujours des oh, flèches à je vais en résultats. trouver. On va réussir à en trouver. On va réussir à trouver quelques bonnes nouvelles quand même. À un moment Allez, donné, il ne faut pas désespérer. Allez, promis allez, juré. promis, pour la 10e, on trouve au moins un événement positif à vous présenter Allez, d'ici là. Xavier vous l'a dit dans le petit jingle d'introduction de cette émission. Abonnez-vous, vous le voyez
abonnez, faites un like sur cette émission, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir les notifications sur toutes nos émissions. Et puis, je le redis, ne vous abonnez pas qu'à Divergence Politique. Suivez, activez les cloches, faites des likes sur toutes les chaînes comme Divergence d'opposition, en tout cas non mainstream. Je pense à nos amis de GPTV, je pense bien entendu à notre amie Caroline Galactero, je pense à notre ami du Monde Moderne Alexis Poulain, je pense à Sylvain Ferreira, je pense à tout le monde. Je pense à nos économistes que l'on aime beaucoup suivre. Voilà, et tous ceux que j'ai oubliés. Voilà. Après, on me reproche d'avoir oublié de citer des noms. Donc, abonnez-vous à tout le monde, pas Ah, qu'à ça, Divergence. c'est périlleux, Alexis. Quand tu commences à citer des noms, moi, je l'ai fait une fois, et j'ai oublié un ou deux noms, je me suis pris une volée de bois vert. Du coup, maintenant, Exactement. Alors, moi, j'ai cité la dernière fois Florian Philippot parce qu'on aime beaucoup Florian Philippot sur cette chaîne. Et on m'a dit, oui, mais vous n'avez pas cité Assalino. Bon, bah, et Assalino aussi. paf, Enfin, voilà. voilà, et paf. Abonnez-vous en tout cas à toutes et à tous parce que c'est important. D'ailleurs, avant d'enregistrer cette émission, j'écoutais justement Alexis Poulain et il avait raison, il en parlait. Les réseaux sociaux vont tout faire, les gouvernements vont tout faire Ouais. conjointement avec les directeurs des réseaux sociaux pour nous museler. Hum, C'est ce qui se passe c'est vrai. avec Xavier Moreau au niveau européen. C'est ce qui se passe. Voilà, donc pour Jacques Beau et Xavier Moreau, pour toutes ces oppositions idéologiques, politiques, philosophiques, prenez ça comme vous voulez, de bon sens, qui moi me semble être du bon sens. Voilà, c'est donc quoi? C'est soit la fermeture des chaînes, soit la mise au pas avec effectivement des algorithmes qui sont modifiés pour invisibiliser les canaux. On le voit, Alexis Poulain en parlait ce matin avec le Monde Moderne. On l'a vu sur Divergence, on l'a vu sur GPTV, on le voit sur TV Liberté. Voilà, j'avais oublié de citer TV Liberté. Toxin également, voilà. Après, on me dit, voilà, t'as pas cité Toxin. Bref, on le voit sur tous ces médias alternatifs. Donc, la seule solution pour que voilà, les messages de Claude passent, les messages de Xavier Moreau passent, les messages de Fabrice passent, les messages de qui vous voulez, de Charles Gave passent, que tous les messages qui sont importants passent, c'est que vous vous battez en mettant un like. Ça fait justement l'effet d'opposition ou de barrière à ces bannissements qui sont mis en place par YouTube, désormais par X. Désormais par X, la Ouais. plateforme qui était censée être une plateforme de liberté, méfiez-vous, c'est en train d'évoluer aussi sur X. Donc, comme quoi, vous voyez, Trump, notamment sur l'accès au territoire américain, maintenant change les règles. Vous devez prouver ce que vous communiquez sur les réseaux sociaux avant Ouais, d'avoir ouais. une validation de votre visa aux États-Unis. Méfiez-vous de ceux qui disaient être, voilà, ceux en qui on a cru. Hein, parlons franchement, ceux en qui on a cru, qui nous ont vendu la liberté comme renouveau politique, et puis voilà. Donc, et puis en plus, il y a nos ennemis naturels. Donc, voilà, donc suivez tout le monde, abonnez-vous à toutes les chaînes parce qu'il y en aura peut-être une qui fermera de temps en temps. Ça risque d'être de plus en plus fréquent. Donc voilà. Donc abonnez-vous à toutes et à tous. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a qu'une union des luttes. Claude, cette fois, on se retrouve pour la 10e. Bonne Merci, semaine à toi. Alexis. Merci, Alexis. Bonne semaine à vous, amis internautes. Bonne semaine à toi, Alexis.